stress vulnérabilité. Et donc ils ont présenté ce modèle selon plusieurs étapes, avec pour commencer une première évaluation qu'on dit évaluation primaire, où la personne va faire une première évaluation en tenant compte de son environnement au regard de ses ressources personnelles. Cette évaluation va découler sur le jugement de cette situation. Il va la considérer comme une menace, un défi, un profit. Et puis, en fonction, admettons que c'est une menace, il va y avoir une deuxième évaluation, l'évaluation secondaire, qui va donc tenir compte de cette menace au regard de ses ressources internes et externes. Donc interne, ça va être comment je gère habituellement mon stress, externe, ça va être quels sont mes moyens, est-ce que j'ai du soutien, est-ce que j'ai des moyens financiers pour résoudre ce problème. Et ensuite, il va élaborer des stratégies. Alors, le Dr Brazeau, on a parlé de deux principales. Après, il y a, selon les modèles, des dizaines de stratégies, ou alors on peut réduire à 2 ou 3. Là, moi, j'ai parlé de la stratégie centrée sur le problème. Donc, la personne va organiser ses priorités, analyser le problème, enfin, essayer de faire face au problème. Les émotions, donc la personne va se culpabiliser, ressasser, ruminer. Et l'évitement, donc là, la personne va tenter d'éviter la situation. Alors on ne peut pas dire qu'il y a une stratégie de coping, puisque c'est du coping, qui est dysfonctionnelle tout le temps, parce qu'effectivement, l'évitement peut être fonctionnel dans certains contextes. Néanmoins, on a tendance à dire que c'est celle qui est centrée sur le problème qui aide la personne. Donc voilà, il va y avoir une analyse des conséquences fonctionnelles ou dysfonctionnelles afin de vérifier l'efficacité de la stratégie sélectionnée. Alors donc le coping, qui est donc des stratégies d'ajustement qu'on élabore face à une situation stressante qui nécessite une adaptation de la personne. On peut aussi le considérer comme un mécanisme de défense pour réguler l'angoisse. Et donc, ce que je disais précédemment, c'est que bien que chacune des stratégies de coping puisse être efficace dans certaines conditions, la stratégie centrée sur le problème reste généralement la plus adaptée. Alors, en effet, le stress a des effets sur la pensée. Donc, mes idées allaient vite, je pensais que je n'allais pas m'en sortir, je ne savais plus quoi penser. Sur le corps, mon cœur bat vite, j'ai de la difficulté à m'endormir, je me réveille souvent la nuit, je me sens fatiguée, je me sens faible, je transpire plus que d'habitude. Il y en a beaucoup ici. Les émotions, j'ai eu peur, je me sentais responsable de la situation, même si je n'étais pas complètement. J'étais découragée, je n'avais plus le goût de rien, j'étais énervée, je n'arrivais pas à me calmer, etc. Alors, je le cite aussi, c'est extrait du module de coping et compétences de Claude Leclerc, qui est un module très bien fait aussi pour travailler justement le développement des stratégies de coping face au stress. Alors, chez les personnes souffrant de schizophrénie, on l'a vu, il y a une vulnérabilité au stress, des troubles cognitifs, qui en font partie d'ailleurs, qu'il ne faut pas négliger, qui vont rendre difficile, enfin, pour la personne, du coup, face au stress, il est mobilisé plusieurs capacités cognitives, de planification, d'organisation, de mémorisation des expériences passées. Et chez la personne ayant des déficits cognitifs, du coup, une situation problème va être d'autant plus difficile. Il y a également une perte d'estime de soi, de sentiments d'efficacité personnelle qui conduisent du coup souvent à l'évitement et donc à la non-résolution de problèmes et au renforcement de ces stratégies. Et donc de ce fameux cercle vicieux dont on parlait tout à l'heure. Alors, un facteur de protection possible, ça va être justement la technique de résolution de problèmes, qui va être donc considérée comme un facteur préventif, tampon, contre les expériences négatives à l'origine du mal-être, voire de psychopathologie. Donc la résolution de problèmes est inscrite dans le champ des TCC, thérapies cognitives et comportementales. J'ai mis la petite triade en dessous, juste pour signifier rapidement que les TCC s'intéressent justement à l'interaction entre les émotions, les pensées et les comportements. On va travailler sur ces 3 dimensions-là, qui forment souvent un cercle vicieux dont on a du mal à sortir.
Et donc la technique se décompose en processus, c'est un processus pardon, qui se décompose en 5 ou 7 étapes selon aussi les auteurs. Oui, j'ai mis lorsque ce n'est plus automatique parce qu'effectivement, même si le docteur Brazeau l'utilise très très souvent, c'est vrai que c'est un processus pour des problèmes courants qui peut être automatique, qu'il l'est moins quand justement le stress est très important et qui est aidant. Moi-même, je l'ai aussi utilisé pas mal de fois. Voilà. Alors les 5 étapes, je vais peut-être aller rapidement puisque le docteur Brazeau en avait parlé aussi tout à l'heure. Donc il s'agit de définir clairement le problème, mais alors, comme disait Anne Grand-Cyr, il faut décrire le problème en essayant de trouver tous les éléments du contexte. Donc on va questionner vraiment le patient sur quel est son problème et qu'est-ce qu'il y avait autour du problème, quels sont les obstacles et quel est le but à atteindre. On va explorer ensuite toutes les solutions possibles sans jugement. Donc il faut vraiment mettre à l'aise la personne pour donner toutes les solutions, même celles qu'il n'ose à peine dire parce que ça lui semble quand même un petit peu étonnant. Il faut vraiment avoir aucune censure. Puis on va juger chaque solution en termes d'avantages et d'inconvénients. Moi, je trouve ça très très important parce que nos patients ont du mal à se projeter et de vraiment prendre le temps pour chaque solution, d'évaluer les avantages et les inconvénients, ça va vraiment être aidant. Je vais même jusqu'à faire noter, moi, la solution au regard de certains troubles cognitifs où, du coup, au lieu de reprendre toutes les situations, toutes les solutions données, lorsqu'on a un problème de mémoire, de travail, d'organisation, la notation permet de retrouver la stratégie la mieux notée et permettre une aide pour choisir la solution la plus appropriée. Ensuite, le patient pourra établir un plan d'action en prenant là ou les solutions qui lui paraissent nécessaires à la résolution de son problème. Et puis ensuite, une vérification de ces solutions sélectionnées. Alors, il existe, ça soulèvera du coup une question de la table ronde d'ailleurs, des entraînements possibles. Comme disait Anne Grand-Cyr, dans les groupes, il y a une période où les personnes sont un petit peu anxieuses, ne connaissent pas les autres, se livrer, c'est un peu difficile. Alors, on utilise des moyens un petit peu, des outils qui permettent une décentration, mais qui permettent de travailler quand même les techniques. Donc, par exemple, il y a le jeu compétences, qui est un jeu développé par Jérôme Favreau et ses collègues, où il y a un ensemble de cartes à prendre, et notamment il y a les cartes problèmes. Et donc il donne des problèmes. Donc par exemple, vous prenez un médicament depuis quelque temps et vous avez oublié pourquoi votre docteur vous l'a prescrit. Que faites-vous? Et donc là, il faut procéder avec les 5 ou 7 étapes de la résolution de problème. Samedi soir, vous vous apercevez que votre boîte de médicaments est vide. Que faites-vous? Donc là, ça permet un entraînement sans impliquer vraiment personnellement le patient, sans qu'il y ait des affects associés et sans qu'il ait besoin de se dévoiler tout de suite. Néanmoins, il faut quand même ensuite aller vers des situations concrètes, des situations du patient pour travailler. Et puis ça fait écho aux autres qui disent « Ah oui, moi j'ai vécu ça aussi », puis les autres donnent des idées. Enfin, c'est un petit peu plus écologique. Donc par exemple, la semaine dernière, j'ai un patient qui m'a dit « Mon psychiatre m'a prescrit un somnifère le matin ». Donc il était un peu en colère, il avait l'impression que le médecin se moquait de lui, il se sentait incompris et baladé. Et donc il l'a dit à sa fille, mais après dans l'unité il a eu tendance à s'isoler. Et donc il ne comprend pas et puis il n'a plus confiance. Voilà. Donc ça peut être un problème qu'on va essayer de résoudre par cette technique. Il faut que les solutions viennent du patient. Si on lui délivre nos solutions, ça ne marchera pas. C'est comme si, c'est vrai que par rapport à l'arrêt de tabac, c'est comme si j'allais dire ce qui a permis à mon voisin d'arrêter et que ça va marcher pour tous les fumeurs de la salle. Non, il faut vraiment que ça parte du patient lui-même. Alors, j'ai mis ça juste en guise d'illustration. Moi, j'utilise parfois ce tableau-là, pas toujours, ça dépend du patient. Où voilà, je mets la situation, le problème, les obstacles, et puis dans le tableau, les solutions, les avantages, les inconvénients, les fameuses notes. Ça, c'est très personnel, moi je trouve que j'aime bien. Et puis ensuite, le plan choisi et les résultats.
Alors, il y a une autre technique, donc, qui est la technique de raisonnement par hypothèse alternative, qui est donc une approche cognitive qui permet d'assouplir les croyances. Le docteur Brado en a parlé un petit peu tout à l'heure, enfin rapidement en parlant des croyances. Après, on a les biais cognitifs, des mauvaises interprétations qui se basent sur nos croyances et qui produisent ensuite ce qu'on appelle les pensées automatiques, donc nos pensées, dont j'ai parlé, j'ai donné des exemples tout à l'heure. Alors, donc voilà, donc ça aide à assouplir les croyances en aidant la personne à découvrir de nouvelles interprétations de leur expérience et de s'approprier de manière de plus en plus autonome les processus de questionnement qui permettent de générer et d'évaluer les possibles alternatives à l'interprétation initiale. Bon, ça c'est une définition. C'est le patient qui dit « je pense que, je crois que, je suis sûr que ». Il a des croyances quasi inébranlables sur une situation. Le vécu psychotique est particulièrement stressant, il est associé à une interprétation de celui-ci, et en majorité, les patients restent bloqués sur une manière de comprendre ce qui leur arrive et ne développent pas donc d'explications alternatives à leurs symptômes. Ça c'est très fréquent, où le patient est quasi persuadé de son interprétation, et si on s'aventure à commencer à douter et à juger, là on va bloquer la situation d'autant plus. Alors, cette technique, il s'agit toujours de recontextualiser, c'est quelque chose de primordial dans tout l'accompagnement, hein, même pendant les entretiens, toujours aider le patient qui a des troubles, je le répète, parfois, enfin, ça ne touche pas tout le monde, mais des troubles cognitifs parfois, donc il faut l'aider à recontextualiser, à penser, à se poser les questions. Ensemble, on va essayer de se rappeler tout ce que vous avez fait hier soir d'abord, et puis après, oui mais juste avant, et dans quelle pièce? Ensemble, on va essayer de reprendre ce qu'il vous a dit exactement. As-tu utilisé ces mots-là vraiment? Ensemble, on va essayer de reprendre ce qu'il a fait exactement, ce que vous avez vu, à quelle heure, où avez-vous vu son visage, souriait-il? Pourquoi aurait-il fait ça? Enfin, on va vraiment l'aider à recontextualiser. Et puis ensuite, on reformule l'explication formulée par la personne en insistant sur le fait que son instinct lui fait penser que c'est la bonne explication, mais que c'est une hypothèse, c'est son hypothèse. On va lui demander de lister ensuite d'autres explications et de mesurer pour chacune les conséquences émotionnelles et comportementales, et éventuellement, mais là il faut que ça soit bien encadré, éventuellement d'élaborer un processus de vérification par des expériences pour vérifier son interprétation de la situation, à les questionner, à les vérifier en faisant des petites expériences, mais ça il faut vraiment que ça soit très cadré pour pas que ça conforte la personne dans son interprétation et que ça fasse l'effet inverse voulu. Et ensuite, on va lui faire noter chaque explication en fonction de sa probabilité. Vous y croyez à combien à cette hypothèse alternative? De 1 à 10, par exemple. Et ensuite, classer par un préférentiel les différentes explications. Laquelle vous semble finalement, après avoir exploré les différentes explications, laquelle vous semble la plus probable? Parce que c'est toujours votre première hypothèse. Alors, on ne va pas dire que c'est très magique. Souvent, ils gardent leur première hypothèse, néanmoins, ils ont un doute. Ils disent « Ah, mais peut-être, c'est vrai, peut-être. » Même s'ils gardent la leur. Donc, c'est déjà un premier processus de changement. Alors là encore, il y a des entraînements possibles, donc des outils de décentration. Michael's Game, par exemple, donc on suit Michael, si on dit à la française, qui est donc un personnage. On a un certain nombre de cartes, d'ailleurs on les a dans le gymnase, un certain nombre de cartes où on suit Michael dans différentes situations. Donc par exemple, Michael a pris le bus, il est 17h, il y a beaucoup de monde. Michael est assis tandis que la plupart des passagers sont debout. Le regard de Michael a plusieurs fois surpris des passagers, le regarder quelques secondes, puis détourner le regard. Il se sent menacé, observé par tout le monde. Et donc là, on va employer cette technique d'hypothèse alternative en reprenant la situation, l'hypothèse de Michael. On lui demande de générer des hypothèses alternatives et puis d'évaluer les conséquences. Et de reconsidérer peut-être l'hypothèse de Michael. Donc là encore, ça permet aux patients de s'entraîner à une technique sans s'impliquer trop émotionnellement. Et de la même manière, après, il est mieux de travailler sur des situations personnelles de la personne. Voilà. Donc, il y avait des questions, mais peut-être qu'on les reprendra lors de la table ronde. Non ?
Donc les questions, je vais quand même les dire, les questions que j'avais envie de proposer à nos discutants et vous, c'est doit-on entraîner justement le patient à des techniques et organisées. Mon micro. Ah non, ça y est. Donc voilà. Est-ce que ces techniques ont plus d'impact en groupe ou en accompagnement individuel? Et peut-on croire à un transfert dans la vie quotidienne? Voilà.